Mesdames et messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver. Le 13 février 2023, il y a juste 5 jours passés, Juan Carlos Domingo Guerra, général retraité de l'armée espagnole, après 40 ans de service, accorda un entretien au journal espagnol La Razón, l'un des quotidiens espagnols les plus lus. Les déclarations de cet ancien général espagnol, largement relayées par des médias occidentaux et par la presse internationale en particulier, sans oublier ceux du Maroc et aidés davantage par les réseaux sociaux, méritent une attention particulière, quels que soient les mobiles de son auteur, ses objectifs, le degré de gravité de ses propos ou de leur véracité. Et ce pour moult raisons dont voici les principales. Primo, parce que l'auteur de l'interview en question n'est pas n'importe qui. Il s'agit quand même d'un général de division dans l'armée espagnole ayant assumé des fonctions de direction et des missions de commandement avant de ranger ses médailles dans ses tiroirs. Secondo, ces déclarations font suite à un ouvrage tout récent de 400 pages qu'il vient de publier le 17 janvier 2023, il y a donc à peine un mois. C'est dans le sillage de son livre précité que le général Domingo Guerra a donné plusieurs entretiens aux médias espagnols, dont le journal La Razón en dernière date, dans lesquels il a mis en garde contre, je cite, le manque de perception des menaces chez les Espagnols, dont l'une n'est qu'à quelques kilomètres, le Maroc. Partant d'une idée centrale dans son livre selon laquelle il y a une désaffection ou une indifférence envers l'armée chez les Espagnols, Juan Carlos Domingo Guerra pointe du doigt une, je cite, ignorance pathologique qui fait qu'il n'est pas facile d'être soldat dans une nation comme l'Espagne. Fin de citation. C'est, je cite, de cette ignorance que découle le reste des carences des Espagnols en matière de défense et de sécurité, comme le manque de perception des menaces, surtout celle du Maroc, qui n'est qu'à quelques kilomètres. Le Maroc, je cite, a des prétentions sur Ceuta et Melilla, qui ne sont pas mortes, malgré la récente rencontre entre les deux pays, croit savoir le général de division. Évoquant des envies de nationalisme marocain et un rêve de grand Maroc qui existerait chez les Marocains, il croit dur comme fer que, je cite, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il, c'est-à-dire le Maroc, ne tente avec Ceuta et Melilla le coup qui a déjà bien marché avec le Sahara. Fin de citation. Ou encore, dans un autre paragraphe, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne tente de les rattraper, a-t-il insisté. Du point de vue du général, les deux enclaves président occupé de l'avis des Marocains, je cite, ne sont pas bien défendus en raison d'une, je cite, anomalie dans le système de sécurité et de défense espagnol et en raison de doutes sur la solidarité alliée en cas d'attentat. Car, affirme-t-il, celui qui exerce la direction de l'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis, voit le Maroc comme un allié privilégié. Fin de citation. Dans un autre entretien accordé fin janvier à 20 minutos, la version espagnole du quotidien gratuit 20 minutes, il est revenu sur les pensées nationalistes qui existeraient chez les Marocains. Le général à la retraite a essayé, dans ce sillage, d'expliquer pourquoi il y a toujours une certaine friction constante dans les relations maroco-espagnoles. Pour lui, je cite, « L'Espagne n'a jamais très bien compris le fonctionnement et la logique interne du nationalisme, ni à l'intérieur ni à l'extérieur du pays. Ces pensées nationalistes se réaffirment et acquièrent leur identité en encadrant les frontières qui les séparent des autres. » Fin de citation. Dans ce cas, nous avons affaire à un agent du sud de l'Espagne comme le Maroc, qui est profondément nationaliste et dont la politique est de donner à ses citoyens la carotte de l'ennemi extérieur. Tant qu'il s'agira d'un système politique comme celui-là, nous aurons des revendications permanentes pour quelque chose d'aussi évident, le fait que Ceuta et Melilla sont des villes espagnoles, a-t-il poursuivi. Juan Carlos Domingo Guerra ne semble pas apprécier le revirement stratégique espagnol sur la question de l'intégrité territoriale du Maroc de l'Espagne, qui soutient désormais la marocanité de notre Sahara. Pour l'essayiste, certaines concessions de l'Espagne n'ont pas été expliquées. Fin de citation. En reprochant à l'armée espagnole de n'être pas suffisamment préparée pour défendre Ceuta et Melilla devant une future action marocaine de les récupérer, le général Domingo Guerra suggère en conséquence deux choses aussi claires comme de l'eau de roche. La première, à l'adresse de l'État espagnol, en l'incitant à renforcer ses moyens militaires en armes, en soldats et en stratégie pour protéger les deux villes précitées. La deuxième chose, visant le Maroc, en insinuant la possibilité d'une attaque militaire marocaine contre l'Espagne sur Ceuta et Melilla.
Or, c'est là où la machine grince chez le général espagnol à la retraite, dont l'analyse nous semble aussi fausse qu'exagérée, en feignant d'ignorer le niveau de puissance militaire de son pays par rapport à celui du Maroc d'une part, mais en ignorant apparemment les principes directeurs de la politique étrangère du Maroc indépendant d'autre part. D'après le classement du site Atlas Socio, l'Atlas sociologique mondial, dans son chapitre réservé au classement des États du monde par puissance militaire, au titre de l'année 2023, soit à la date d'aujourd'hui, et selon la liste établie par le Global Firepower, l'Espagne vient en 21e position comme puissance militaire dans le monde, tandis que le Maroc vient en 61e position. Ainsi, l'Espagne devance le Maroc de 40 places ou de 40 points. À ce critère de puissance militaire s'ajoute un autre facteur, le principe de défense collective de l'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord, stipulé par l'article 5 du traité de Washington. Car, faut-il le souligner, le principe de la défense collective est au cœur du traité fondateur de l'OTAN. Il reste unique et immuable. Il unit les membres de l'Alliance qui s'engagent à se protéger mutuellement et il instaure un esprit de solidarité au sein de l'Alliance. Ainsi, au cas où le Maroc attaquait l'Espagne, même pour Ceuta et Melilla, le principe de solidarité de l'OTAN en faveur de l'Espagne serait automatiquement mis en œuvre. Un autre facteur sur ce chapitre, complémentaire ou supplémentaire, à savoir que le Maroc est considéré comme un partenaire privilégié et stratégique de l'OTAN, ayant signé avec cette organisation en 2005 l'accord de sécurité qui lui a été proposé par l'Alliance. Toutefois, même si l'indice de puissance militaire au titre de l'année 2023 comprend désormais 60 indicateurs relatifs à la défense nationale contre 55 indicateurs en 2022, il convient cependant d'appréhender avec précaution toute comparaison de cet indicateur d'une année à l'autre ou durant une période donnée selon le Global Firepower. Compte tenu donc de la position militaire notable de l'Espagne par rapport au Maroc, l'armée espagnole ne devrait donc pas trembler théoriquement face à l'armée marocaine. Même dans l'hypothèse que le royaume songera un jour à réintégrer Ceuta et Melilla par les armes, une hypothèse qui n'aurait jamais vraiment tenté l'État marocain, non seulement pour la supériorité militaire de l'Espagne, outre le soutien d'alliance de l'OTAN, comme nous venons de le voir, mais aussi par la rationalité et la logique politique marocaine déjà démontrées dans le passé, qui exclut davantage une telle option aventureuse. D'ailleurs, nous ne voyons pas pourquoi, en ce troisième millénaire, sauf au cas où il y était vraiment contraint par une agression espagnole, l'État marocain déclarerait la guerre à l'Espagne pour récupérer Ceuta et Melilla, alors qu'il ne l'a pas fait presque un demi-siècle plus tôt, au XXe siècle, pour se faire restituer le Sahara marocain. Sachant que ce territoire marocain, que l'on appelle aujourd'hui Sahara occidental, arbitrairement et faussement d'ailleurs, est immensément plus grand en superficie que celle des deux villes marocaines septentrionales rassemblées. Car celle-ci ne représente même pas 2% de l'étendue du Sahara marocain. À cette énorme différence de superficie, il faut joindre les potentialités économiques naturelles du Sahara par les phosphates de Phosphokra et ses richesses halieutiques. Ajoutons enfin les dimensions fondamentalement politiques, historiques et spirituelles toutes associées caractérisant le Sahara marocain et qui expliquent l'avènement des grandes premières dynasties impériales des Almoravides, des Almohades, dont les fondateurs étaient originaires, comme on le sait, de ces régions les plus méridionales du Sahara occidental marocain. Par conséquent, les présides de Ceuta et Melilla n'ont peut-être qu'un cachet touristique de par leur position côtière sur la Méditerranée. Et même toujours en termes de superficie, sont encore bien réduites par rapport aux villes avoisinantes. Rappelons que la surface de Ceuta ne dépasse pas 18 km² et demi, et que celle de Melilla n'est que 12,3 km². Ainsi, la ville de Tanger, dont la superficie est de 116 km², est donc quasiment 4 fois plus grande que les deux villes de Ceuta et Melilla réunies. Nous espérons que cette comparaison dialectique globale que nous venons d'opérer entre les petites villes de Ceuta et Melilla et le grand Sahara marocain, de Saq el Hamra et Ouad Dahab, en considérant la marche verte pacifique par laquelle ces deux régions ont été réintégrées à la mère patrie, sans effusion de sang. Nous espérons que cette comparaison intégrale rassurera le général Domingo Guerra,
que la guerre n'est pas toujours la meilleure méthode de libérer un territoire occupé, puisque les armes du Coran et du drapeau marocain l'ont fait pour le Sahara marocain en cette mémorable journée du 6 novembre 1975. Pourquoi le Maroc déclenchera-t-il alors une guerre pour Ceuta et Melilla? Domingo Guerra ignore ou semble ignorer l'esprit, le sens et l'essence de la politique étrangère du Maroc et sa diplomatie fondée sur des principes constants, dont notamment le bon voisinage, la cohabitation, la coexistence. En effet, l'histoire nous apprend que les trois souverains du Maroc indépendant, de Mohamed V à Mohamed VI en passant par Hassan II, notamment dans leurs actions respectives et successives de recouvrement de l'indépendance, du parachèvement de l'unité territoriale et de la défense permanente de ces deux concepts depuis 1979, ont toujours privilégié la voie de la paix par la négociation en évitant celle de l'épée par la confrontation. Et cela dans le strict respect du droit international, mais aussi dans la totale et constante disposition à assurer sa défense nationale contre toute agression extérieure d'où qu'elle vienne. Et si seulement le général Domingo Guerra avait-il lu ou entendu une célèbre déclaration de l'un de ses homologues prédécesseurs de l'armée espagnole, j'ai nommé le général Manuel Guterres Mellado, quand il a affirmé avec conviction durant les événements de la Marche verte, je cite, qu'il ne faut pas obliger Hassan II à faire la guerre, c'est un homme de paix. Fin de citation. Et c'était un général responsable, et pas des moindres, puisqu'il était, je le rappelle, vice-président et ministre de guerre durant le gouvernement de transition en Espagne. Et dans le même sens, Hassan II disait souvent que même s'il était obligé de faire la guerre à ses voisins, elle devrait être, selon lui, un moyen pour défendre la paix et instaurer la confiance. Fin de citation. Et sur ce chapitre, Alfonso de la Serna, ambassadeur de l'Espagne au Maroc entre 1977 et 1983, affirmait publiquement que les idées politiques claires et fermes du regretté souverain consistaient à prévaloir et préserver le futur des relations entre Madrid et Rabat, même dans les moments les plus difficiles. Fin de citation. Mais comment y parvenir le plus longtemps possible, au sujet notamment de ce thème lilien, jusqu'au règlement définitif de ce contentieux territorial très sensible? Le Maroc récupérera-t-il les deux villes précitées en recourant à la logique des armes, ou y procédera-t-il pacifiquement par une nouvelle marche verte ou une autre méthode différente, ni violente ni aventureuse? Le général Domingo Guerra ignorait-il vraiment et totalement toutes les données et les réalités que nous avons exposées pour émettre une alerte aussi urgente à l'État espagnol envers son riverain historique, le Maroc? Qui le croirait? Alors, pourquoi n'a-t-il donc pris pourquoi n'a-t-il donc pris l'initiative? Et pourquoi particulièrement en ce moment précis, dans un contexte géopolitique euro-maghrébin assez tendu, qui l'y aurait incité? Ce sont donc les dessous de son livre et de ses interviews que nous tâcherons de dévoiler dans la deuxième partie. Mais avant de répondre à toutes ces interrogations, il faudrait d'abord savoir si le Maroc continue officiellement de revendiquer les deux villes précitées sans le claironner sur les toits, ou bien a-t-il renoncé carrément à réclamer leur retour à la mère patrie en contrepartie de la décision de l'Espagne de soutenir le plan marocain d'autonomie du Sahara, comme le prétendent certains observateurs espagnols? Autant de questions capitales auxquelles nous tenterons de répondre avec des arguments comme d'habitude. À la deuxième partie, si Dieu le veut, je l'espère,